Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Stéphane Ravier, sénateur du département des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille et président de Marseille d'abord est notre invité. Bonjour Monsieur Ravier, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous interroger avec Mathilde Sey, correspondante du Figaro. Bonjour Mathilde. Bonjour. À la fois sur l'actualité nationale, mais également sur les dossiers locaux. L'actualité nationale, évidemment, c'est la présentation du budget jeudi soir par Michel Barnier. Vous avez suivi ? Un peu, ouais, c'est mon boulot, ça en fait partie. Bon, et je crois que Lucie Castet n'aurait pas fait mieux ou pire. C'est l'augmentation des impôts tout azimut, pas seulement pour les plus riches. Pas dans les mêmes proportions quand même. Enfin, en partie pour les plus riches et puis aussi pour le reste des Français. Les frais médicaux qui sont moins remboursés. Il y a tout un tas de mesures qui vont frapper l'ensemble de nos compatriotes. Donc c'est le retour des années Hollande. Peut-être avec quelques différences en ce qui concerne le programme du nouveau Front populaire. Présentation donc des grandes lignes budgétaires avec entre autres plus 3,5% d'augmentation sur les dépenses liées à la sécurité, allouées à l'amélioration des conditions de travail et des forces de l'ordre. Ça va dans le bon sens. Bien sûr que ça va dans le bon sens. Le choc, il y a des choses positives dans choc d'austérité. Dans ces lignes budgétaires. Le choc d'austérité, c'est une chose. Ce qu'attendent les Français, c'est un choc d'autorité. Je crois que la situation du pays l'exige et qu'il y ait plus de moyens mis à la disposition des forces de l'ordre, c'est bien. Moi, Bruno Retailleau, je veux y croire. Ouais. Voilà, c'est beau. Sénateur, comme vous. Donc sénateur, vous croisé, ça fait quelques années quand même que je l'entends au Sénat. Tenir des discours. Donc les discours, j'ai l'impression qu'il a pompé sur les miens, quoi. J'ai l'impression qu'il m'a fait les poches, mais c'est pas grave, il n'y a pas de droit d'auteur. Il faut qu'il passe à l'action maintenant. Alors, très rapidement, 2 circulaires. Ça a été également annoncé par le ministre de l'Intérieur pour réduire l'immigration. Des objectifs ont été fixés aux préfets dont les départements sont les plus concernés par les mesures d'éloignement. Celui du département des Bouches-du-Rhône était présent. Pour faire simple, Bruno Retailleau, il souhaite plus d'expulsion et moins de régularisation. On va y arriver, pas évident à dire. Je répète, plus d'expulsion et moins de régularisation, ça va dans le bon sens. C'est tellement nouveau qu'on a du mal à le dire. Oui, bien sûr que ça va dans le bon sens. J'espère qu'il en aura les moyens, parce qu'avec certains membres qui composent ce gouvernement, on va lui mettre des troncs d'arbres dans les roues. Mais il a manifestement de la volonté. Il faudra qu'il torde le bras des pays qui ne souhaitent pas accorder des laissez-passer consulaires. En tout cas, ils souhaitent des accords un peu sur le même principe que Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni, effectivement, qui en quelques mois a réduit de 70% l'immigration. Aujourd'hui, c'est 30 000. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, c'est 30 000 personnes qui sont régularisées en France chaque année. Il faut baisser, quitte à mettre les filières en tension. Ce sont les lois Valls. On sait qu'il y a des filières qui sont en tension dans les métiers de la restauration. Ces jobs-là, personne ne veut les faire. La circulaire Valls, les gens issus de l'immigration. Qui régularisait à outrance, a été supprimée par Bruno Retailleau. Donc c'est déjà une première mesure qui est la bienvenue. Zéro régularisation. Zéro régularisation. C'est l'économie. Nous n'avons pas les moyens. Écoutez, ces métiers qui sont en tension le sont parce qu'on manquerait de candidats dans certaines... Personne ne veut les faire, Stéphane Ravier. Mais parce que c'est sous-payé, Thierry, parce que c'est sous-payé. Il faut que l'État se réforme et qu'il allège les impôts, les charges des entreprises plutôt que de les augmenter. Si vous baissez les charges, ça permettra aux entreprises, et notamment dans la restauration, d'augmenter les salaires. Eh bien, les Français retourneront là. Les salaires qui ont été augmentés. Ils postuleront là aussi parce qu'ils souhaitent être décemment payés. Des salaires et des conditions de travail qui ont été revus, et évidemment, plutôt vers le haut dans les métiers de la restauration. On va passer aux dossiers locaux. Dans l'actualité, la semaine dernière, à Marseille, 2 personnes sont décédées de mort violente. Ce qui interpelle, au-delà du caractère atroce de ces crimes, c'est l'âge des personnes impliquées, 14 ans pour le tueur d'un chauffeur de VTC et 15 ans, l'âge d'une victime lacérée de coups de couteau et brûlée. Écoutons le procureur de la République, Nicolas Besson. Monsieur Ramdan n'obtempère pas à la demande des 2 individus. Le mineur de 14 ans sort son 357 Magnum qu'il avait à la ceinture et lui tire une balle mortelle à l'arrière du crâne. Il ne s'agit pas cette fois d'une victime collatérale par balle perdue, mais bel et bien d'un innocent froidement abattu.
L'auteur du meurtre n'a que 14 ans. Il reconnaît avoir tiré. Le coup de feu serait parti accidentellement, selon lui. Mathilde. Monsieur Ravier, malheureusement, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une nouveauté à Marseille. De plus en plus d'adolescents sont impliqués dans des narcomicides. Est-ce que vous partagez le projet qui serait celui du gouvernement de revenir sur l'excuse de minorité ? Oui, absolument. En fait, il est vrai que pendant des années, les mineurs ont été utilisés par les réseaux, je dirais dans des emplois, des petites mains du réseau, les choufs, les vendeurs. Désormais, ils sont de l'autre côté du canon. Hein. C'est eux qui sont les cibles, qui sont les assassins, après avoir été les victimes, puisqu'il y a une quinzaine d'années déjà à La Rose, il y avait eu un jeune de 14 ans qui avait été exécuté. Il y a 2 ans au Marronnier, un jeune de 15 ans. Maintenant, c'est eux qui tiennent le pistolet ou le revolver. La société est victime d'une hyperviolence et on aborde l'hyperviolence des jeunes comme on l'aborde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc la responsabilité pénale des mineurs doit être absolument revue puisque les jeunes, désormais, les adolescents, voire des enfants, sont en première ligne en matière d'hyperviolence. Donc il faut que cette jeunesse soit elle aussi concernée par les sanctions, concernée par la nécessité d'enfermement, même dès le premier acte d'incivilité ou de trafic, dès la première barrette de stupes vendue, le premier gramme de stupes vendu, eh bien, il doit y avoir des sanctions. Et moi, j'avais proposé pour ces adolescents qui participent au trafic et qui sont reconnus coupables par la justice, eh bien, des mesures d'éloignement du lieu de trafic. Les parents, c'est déjà le cas quand ils sont condamnés, sensibilisés, qui doivent prendre leurs responsabilités, eh bien, si nécessaire, il faut leur retirer leur logement social, retirer leurs allocations familiales. On entend votre discours répressif, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une faille de l'État dans ce type de dossier? Pour cet adolescent qui a tué ce chauffeur VTC, il était connu. Est-ce qu'il n'y a pas une faille aussi dans la prévention et dans les services sociaux? Écoutez, il n'y a jamais eu autant de stages de foot et de stages de voile. Monsieur Gravier, c'est pas que ça, les services sociaux. Il n'y a jamais eu autant de jeunes dans le trafic de stupes. La faille de l'État, c'est dans le domaine de la sécurité et de la répression. À Marseille, vous le savez aussi bien que moi, c'est vraiment la ville de la solidarité, de la prévention, c'est connu aussi pour être grands frères, appelez ça comme vous voulez. Sur ces questions-là. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de trafic, et y compris chez les jeunes. C'est qu'en réalité, il manque de mesures répressives, de vraies mesures répressives. On a accorder à ces adolescents l'excuse justement de leur minorité. Il ne doit plus y avoir d'excuses du tout désormais envers les adolescents et envers leurs parents dont ils sont responsables. Sur le travail des services sociaux, je rebondis sur ce que dit Mathilde, vous faites des raccourcis et vous faites aussi des raccourcis en liant quasi systématiquement l'insécurité à l'immigration. Écoutez, les chiffres sont là. Oui, enfin, juste sur cet exemple-là, 60... le gamin de 14 ans, il est originaire du département de Vaucluse, il est né en France, il est d'Avignon. Ses deux parents sont en prison, je crois. Oui, ses deux parents. Oui, c'est donc là, je parle. Non, mais manifestement. Non, il n'est pas issu de l'immigration. Une lignée de délinquants. Tout ça n'a rien à voir sur la régularisation des sans-papiers ou sur les OQTF. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas dans une espèce de raccourci permanente en agitant le chiffon rouge pour dire attendez, immigration, sécurité, ça va ensemble, alors que non, ça va pas tout le temps ensemble. 62% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. Et on ne compte pas les binationaux. D'où ce chiffre, monsieur Ravier ? Et on ne compte pas les binationaux. Chiffre du ministère de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, il y a 1 an. Et on ne compte pas les binationaux. Donc on doit frôler les 90% en réalité. Donc je ne vois pas pourquoi, dans le trafic de stupes, cette statistique, cette réalité serait moindre. Bon, donc si déjà la politique d'immigration était revue de fond en comble, on met les frontières et la moindre barrette de stupes et au moindre gramme de coke vendu par un étranger, c'est l'avion, c'est l'expulsion, ce que font tous les pays du monde. Il n'y a qu'en France où on accorde à chaque fois une deuxième chance, une troisième. Il y a 25 deuxièmes chances accordées à ces délinquants qui se disent en France, c'est l'impunité assurée, donc surtout quand on est mineur. Donc vous voyez bien que la loi, il faut la réformer et il faut surtout l'appliquer. Pardon ? Un adolescent binational
qui est condamné, on le met dans un avion. Qui est binational, De 14 eh bien, nous avons la chance qu'il soit binational. Ça nous permettra de le déchoir de sa nationalité française et ça nous permettra de le renvoyer dans son pays d'origine. Destination, oui. Moi, Destination ma priorité, je n'en ai qu'une, Thierry, c'est de protéger les Français, c'est la sécurité des Français et de tous ceux qui vivent dans notre pays, y compris les étrangers en situation régulière et qui ne commettent aucun délit. Ils ont eux aussi droit à la sécurité. C'est une mesure de bon sens. Alors, d'accord. On va rester sur les dossiers locaux et on va parler de politique. Création il y a 15 jours du Rassemblement marseillais au sein du conseil municipal de la ville de Marseille avec des élus LR qui rejoignent le Rassemblement national. Et cette semaine, création d'un groupe à la métropole. C'est une union des droites que Franck Alizio, qui est le patron du RN dans le département des Bouches-du-Rhône, appelle de ses voeux depuis plusieurs semaines et qui a l'air, en tout cas petit à petit, de se concrétiser. Écoutons-le. Il l'avait annoncé en septembre dernier, d'autres ralliements. Chose promise, chose due, et je tiens toujours mes promesses. Après l'hémicycle municipal, c'est au sein de la métropole que le RN a réussi à recruter. Nous sommes heureux de vous annoncer la création d'un groupe au conseil métropolitain, un groupe qui réunit les élus RN, les élus UDR, les élus RPR et des indépendants. Parmi ces nouvelles recrues, 3 conseillers d'arrondissement élus en 2020 sur les listes de Martine Vassal, Sophie Arrigui, Romain Brumand et Roger Guichard. Le vice-président du département et de la métropole, Éric Ledissès, fait aussi partie de la liste. Il amène avec lui 2 de ses adjointes. Mathilde. Monsieur Ravier, quand on interroge Franck Alizio à l'issue de la création de ce groupe sur la possibilité que vous le rejoigniez, il dit que d'une part, vous incarnez le passé, que vous n'êtes plus celui qui représente le RN, et que d'autre part, vu la possibilité d'une inéligibilité décidée par la justice, il ne sait pas si c'est une bonne idée. Comment vous accueillez cette main qui n'est pas vraiment tendue quand même une nation qui... Vous êtes un peu isolé aujourd'hui, non? C'est celui qui rejette son passé, en règle générale, n'a pas beaucoup d'avenir. Oui, ça fait 30 ans, moi, que je suis au Rassemblement National, Front National. Pendant que Franck, lui, a fait sa carrière à l'UMP, c'est-à-dire un mouvement qui a passé une grande partie de son activité à combattre le Front National, le Rassemblement National. Mais on a le droit de changer. Il a l'oreille de Marine Le Pen. Mais on a le droit de changer, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux qu'il ait quitté en 2015 l'UMP pour rejoindre Marion Maréchal. Et nous nous en félicitions à l'époque, puisque c'est moi qui l'ai accueilli sur ma liste des Bouches-du-Rhône. Bon, donc vous voyez que le passé qui était le mien à ce moment-là ne les gênait pas. Mais c'est l'avenir qu'il faut voir. Et moi, il a la peine de le voir avec vous, lui. Non, mais c'est pas grave, ça. Ce sont des mots. Si lui ne le voit pas avec vous, vous le voyez avec eux. Non, mais c'est dommage. C'est dommage. Vous voyez c'est dommage parce que il y a un sondage qui a été publié il y a quelques mois et on a demandé aux Marseillais quelles étaient les personnalités politiques locales qui feraient un bon maire. Et moi, je suis sur le podium. Je suis 3e devant Martine Vassal et 80% de mes électeurs me font à nouveau confiance. Vous voyez que, ça veut dire quoi? Vous voyez que je ne suis pas seul et que j'incarne quand même une... Oui, j'incarne, voilà, c'est une incarnation. Moi, je suis Marseillais depuis toujours, je suis sur le terrain. Je pense que ça serait dommage de se priver de ce passé qui est tellement présent. Vous dites que vous incarnez la droite radicale. Évidemment, droit de conviction. Oui, non, évidemment, si on se réfère à ce sondage que nous avons réalisé, donc vous arrivez en 3e position. Franck Alizio est évidemment très très loin derrière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, quel que soit... Alors, on reviendra évidemment sur cette condamnation à laquelle vous avez fait appel. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez partir, quoi qu'il arrive, aux prochaines élections municipales, avec ou sans le Rassemblement National? Et on aura 2 candidats qui ont des idées proches et qui seront finalement concurrents. C'est pour ça que c'est totalement idiot et c'est surtout dangereux pour Marseille. Parce que de l'autre côté de l'échiquier politique, eh bien, monsieur Barle et madame Rubirola, qui sont 2 adjoints éminents de Benoît Payan, demandent au maire de Marseille, demande à Benoît Payan d'engager des négociations avec LFI, avec M. Delogu.
Voilà, c'est ça qui nous pend au nez en 2026. Donc moi, je dis entre Benoît Payan et LFI qui n'ont pas débuté. Hein. Mais il y a déjà des proches de Benoît Payan qui pressent publiquement le maire de Marseille d'engager des négociations, qui n'ont pas de créer ce large rassemblement à gauche. Moi, je propose à Franck et à tous les autres Marseillais, on est à Marseille, si on n'est pas à Paris, débarrassons-nous des chapeaux à plumes parisiens. Moi, je dis qu'on est entre Marseillais ici, et que les mots qui ont eu lieu, qui ont été prononcés il y a plusieurs mois, plusieurs années, et même celui qui a été prononcé par Franck aujourd'hui, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est l'avenir des Marseillais. Donc je dis, soyons aussi intelligents que la gauche, rassemblons-nous à droite, les anciens, les nouveaux, les futurs, parce qu'il s'agit là de l'intérêt, je dirais même de la survie de Marseille. On a quand même le sentiment qu'il y a un problème, Stéphane Ravier, au sein du Rassemblement national. Marion Maréchal Le Pen, vous êtes proche de Marion Maréchal. Il n'y a plus Le Pen d'ailleurs. C'est Marion Maréchal qui lance son parti Identité Liberté et qui appelle à soutenir sa tante en 2027. Donc on sent qu'il y a un rapprochement entre vos amis politiques ex-Reconquête et le Rassemblement national. Or, Stéphane Ravier à Marseille, entre le Rassemblement national et vous, ça n'a pas l'air de coller. Il y a un problème, Stéphane Ravier, au sein du Rassemblement national. Marine Le Pen vous fait payer le fait d'avoir quitté il y a quelques années. Je ne sais pas si... Pour Reconquête et Éric Zemmour. Je ne sais pas, c'est la structure peut-être, peut-être que c'est l'état-major parisien. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec nombre d'élus du Rassemblement national à Marseille, nombre de militants que je croise, que je continue à rencontrer, et surtout les Marseillais. Que cela plaise ou pas aux états-majors parisiens, Stéphane Ravier et ses amis, je ne suis pas seul quand je dis Stéphane Ravier, et quand même des équipes avec moi, ça parle à Marseille. Mais c'est moi que l'on appelle, Thierry, quand il y a des tentatives d'installation de campements de Rome devant les écoles dans le 13e arrondissement. C'est Stéphane Ravier que l'on appelle quand il y a de l'insécurité dans tel ou tel quartier de la ville, pas seulement du 13-14, parce que Stéphane Ravier, c'est une réalité politique militante. Moi, je me bats chaque jour pour régler les problèmes des Marseillais. Maintenant, je n'attends pas 2026, parce que moi, Marseille, je l'ai dans les tripes, je l'ai au cœur depuis toujours. Alors, je ne sais pas si c'est habité comme ça par d'autres candidats. Mathilde l'a évoqué, ça a été dans l'actualité cette semaine et la semaine d'avant, l'affaire des fausses procurations à Marseille devant la justice fin septembre pour la droite et cette semaine pour la gauche, comme quoi tout le monde tout le monde est concerné avec des réquisitions plutôt sévères. 10 ans d'inéligibilité, 3 ans avec sursis et 20 000 euros d'amende pour l'ex-maire des 11e et 12e arrondissements, Julien Ravier et ancien député. 3 mois avec sursis et 18 mois d'inéligibilité pour Yves Morenne, ex-maire de secteur et toujours élu local. À gauche, 6 mois de prison avec sursis, une amende de 2 000 euros et 2 ans d'inéligibilité requis contre Madame Pasquini, qui est une proche de Samia Ghali. Alors tous, pour l'instant, sont présumés innocents. La justice, elle fait bien son travail, Stéphane Ravier ? Non, la justice, elle est plus impitoyable avec les élus qu'avec les trafiquants de stupes. Hein. Si on avait su, on serait mis à vendre des barrettes de shit, c'est moins dangereux. Oui, bon, écoutez, la justice met toujours un point d'honneur à avoir la main lourde envers les élus. Quand ils ont fauté, ils doivent être sanctionnés. On rétablit la peine de mort quand même pour les élus. Mais vous n'avez pas fauté, vous ? Non, moi je n'ai pas fauté. Condamné à 1 an d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir embauché votre fils comme jardinier à la ville alors que vous étiez maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Vous avez fait appel. On demandait 5 ans, la peine de mort. C'est la peine de mort. 1 an d'inéligibilité a été demandé, vous avez fait appel. Et donc pour l'instant, j'ai 1 an, mais j'ai fait appel et la cour d'appel, c'est une toute autre cour, je dirais. On va au fond. Qui peut alourdir la peine. La réalité, c'est que je n'ai pas embauché mon fils, je n'avais pas les moyens de le faire. Et je crois que Jean-Claude Gaudin, finalement, avant de partir, m'a laissé une grenade dégoupillée. Ce sont des politiques qui... c'est la faute à Gaudin si vous avez été condamné ? Non, son cabinet, pas lui, il est au-dessus de tout ça. Mais je pense qu'ils ont embauché mon fils pour plus tard, pour que je puisse en payer le prix. Vous savez quoi ? Je crois qu'ils me font payer ma victoire à la mairie du 13-14 en 2014. C'est une tâche sur le CV de Jean-Claude Gaudin. Et pour laver l'affront électoral, je crois qu'ils m'ont laissé cette grenade découpillée que j'ai pas vu venir. Et donc le tribunal n'a pas compris. Ce sont des joueurs de billard, mais à 12 bandes. Et ils envoient la bille, ils envoient la boule comme ça, vous voyez pas les choses venir. Et puis ça explose ensuite. D'accord. Monsieur Ravier, le tribunal. Je n'ai absolument rien
rien demandé à Jean-Claude Godin. Que pouvais-je obtenir de lui? Il aurait fallu que je lui propose quelque chose en échange. C'est-à-dire, je n'avais pas d'argent à lui proposer. C'était pas Jean-Claude Godin, président du tribunal, monsieur. Non, mais seulement une retenue dans mon fondé sur opposition des faits. politique. Je n'ai jamais cessé d'être dans cette opposition. Nous avons même été les premiers, avec Madame Dangiot, à dénoncer l'état de délabrement avancé des écoles dans les 13e et 14e arrondissements. Justement. Nous avons été les premiers à le faire et nous n'avons pas lâché l'affaire. Justement, on verra ce que ça donnera en appel et ça pourrait éventuellement contrarier vos ambitions à la prochaine élection municipale. Alors, des pluies... Peut-être. Des pluies diluviennes. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Marseille en début de semaine. Beaucoup de dégâts matériels, avec des images toujours très impressionnantes. 29 écoles fermées sur les 470. Ça relance le débat sur l'état des écoles à Marseille et le plan Marseille en grand. Se pose évidemment la question de savoir s'il sera maintenu, poursuivi avec ce nouveau gouvernement. Vous en pensez quoi, Stéphane Ravier ? Marseille en grande inondation, ça prend l'eau de toutes parts. Les écoles sont à l'image de la ville. On prend l'eau en matière de sécurité, de stup, de fiscalité, de transport, de propreté. Et malgré les discours d'autosatisfaction du maire de Marseille, Benoît Payan, sur les écoles, eh bien la réalité, c'est celle-là, c'est que ça n'avance pas ou peu. Aujourd'hui, à l'annonce du budget 2025 par le Premier ministre, on peut avoir les plus grandes craintes quant au financement qui avait été annoncé par le Président de la République, qu'il avait annoncé sous la condition que les élus locaux en finissent avec leur chicaya. Ça ne s'est pas calmé, au contraire. Donc il y a aussi une responsabilité locale d'être en difficulté dans la qualité de vie des Marseillais. Vous dites quoi au gouvernement si vous respectez vos promesses ? Je dis au gouvernement que Marseille a besoin de sortir de l'ornière, mais je comprends aussi le gouvernement qui souhaite protéger l'argent des Français et des Marseillais en particulier, en ne le confiant pas à n'importe qui, sans condition. Il y en a trop vu à Marseille, justement, des responsables locaux, que ce soit la mairie, la métropole, les présidents les maires de ces institutions, avoir une attitude électoraliste, personnelle, et oublier l'intérêt des Marseillais et l'urgence de Marseille. Alors, que le Premier ministre est à nouveau du poing sur la table pour que, ici, à Marseille, on redevienne adulte, intelligent, en ayant pour seul objectif l'intérêt des Marseillais. Il doit reprendre cette condition et puis confirmer ces financements dont nous avons besoin. Mais les choses qui ont été faites quand même. Il y a des écoles qui ont été rénovées. Heureusement quand même. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'on nous annonce ce financement. Heureusement que ça a commencé. Ça prendra du temps. L'argent désormais est devenu extrêmement précieux. Sachons nous parler, y compris avec l'opposition, pour 10 ans à peu près, pour rénover l'intégralité des écoles. À nous faire confiance. Oui. Donc c'est la faute des élus locaux, quoi. Non mais si, vous êtes en train de dire, ils n'arrêtent pas de se disputer, ils n'arrêtent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à mettre sur la table la manière dont ces sujets structurants pourraient aboutir et profiter à la ville de Marseille. Vous êtes observateur avéré. Non, mais moi je pose juste la question. Et administrative, je dirais, de la commune. Et vous voyez bien qu'entre Benoît Payan et Martine Vassal, on est toujours mais ça, dans c'est facile les de dire ça quand on n'est pas aux affaires. Que certains n'ont pas avalé, que d'autres brandissent. C'est des discours et des affrontements politiciens qui ne permettent pas au gouvernement d'avoir une très grande confiance en nous. Mais ça n'a pas de lien avec la question autour du financement de projets qui pourrait faire d'ailleurs cette absence de financement capoter des projets. La Cité du cinéma, on sait que pour les transports, il y a un gros point d'interrogation et au final, c'est les Marseillais qui vont en pâtir. C'est une décision du gouvernement. C'est pas lié à la mésentente réelle entre Payan et Vassal. C'est pour ça qu'il faut que Benoît Payan et Martine Vassal, je ne cache pas que j'ai peu d'espoir, rangent les flingues et que désormais, ils affrontent cette nouvelle donne de l'austérité budgétaire. Ils montent ensemble à Paris, par exemple, c'est ça que vous demandez, qu'ils aillent ensemble à Paris Ils ne sont pas obligés de monter dans le même train et d'être assis face à face, mais en tout cas, ils doivent parler d'une même voix, parce que l'argent est devenu extrêmement précieux, extrêmement rare. Les mesures Ça met en évidence le fait qu'il y ait une gestion, j'allais presque dire bicéphale de la cité phocéenne entre la métropole et la ville de Marseille, et qu'effectivement, là, il y a deux présidents, en tout cas deux responsables des collectivités locales qui sont
en opposition, voire peut-être adversaire en 2026 lors des prochaines élections Le municipales. problème, c'est qu'on a mis du temps. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. On a mis du temps à sortir de l'élection de 2020 et ils sont déjà dans la campagne de 2026. Donc ils sont en conflit personnel permanent. Et les Marseillais, dans les rues de Marseille, ils sont là, ils attendent. Alors, et ils sont un petit peu désespérés. Mais je leur dis que je suis là. Et je serai là. Alors, il reste 2 minutes d'émission. Juste une question sur Airbnb. Oui. Non, parce que là, si vous étiez un peu dans votre zone de confort en ce qui concerne la sécurité, puisque vous insistez beaucoup sur ces questions-là, mais c'est la si un jour vous êtes liberté. maire de Marseille, il y a Benoît Payan qui promet la réglementation la plus stricte de France pour lutter contre le Airbnb. On en a beaucoup parlé cette semaine, c'est la raison pour laquelle on revient sur cette actualité, avec entre autres l'interdiction des propriétaires de résidences secondaires qui devraient servir à la location normale, de les mettre en Airbnb. Interdiction pour les gens, effectivement, qui ont des résidences secondaires et qui n'y habitent pas, de les mettre en Airbnb. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah oui, j'ai entendu le maire de Marseille. J'ai interdit, j'ai décidé. Sur cette question-là. Il répondait à Maritima et à la Marseillaise. Un vrai problème. Dis-moi d'où tu parles, je te logement, dirai qui tu es. C'est plus le maire, c'est le petit soviet. Enfin, c'est la République soviétique de Marseille. C'est la chasse aux propriétaires. Et en même temps, il finance l'arrivée chez nous de clandestins via SOS Méditerranée. Il fait savoir à tout le bassin méditerranéen que Marseille accueille toute la misère du monde et donc loge toute la misère du monde. C'est pas une bonne idée contre la crise du logement. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est Marseillais, c'est très difficile de trouver un appartement. Oui. Et J'ai eu moi aussi des grandes difficultés. Moi, ce que je sais, c'est que je libérerai le marché. Je ne suis pas de gauche, ça ne vous a pas échappé. On assiste là vraiment à une soviétisation. Enfin, là aussi, c'est le programme LFI qui est déjà mis en place. On n'a pas besoin de M. Delogu, on a déjà Benoît Payan. Moi, je veux libérer le marché, je veux libérer les propriétaires, qui sont souvent de petits propriétaires, pour qui le Airbnb, c'est un complément de salaire. Donc, libérons Marseille du carcan idéologique de la gauche. Merci Stéphane. Rassemblons-nous à droite. Merci Stéphane Ravier. Merci.